Berlin, mai 1945. La ville n'était pas détruite, elle avait été effacée. Les toits s'étaient effondrés, les murs fendus. L'air était saturé de poussière de chaux, de fumée et de décomposition. L'odeur de la mort se mêlait à celle de la pluie et du plâtre. Les gens se déplaçaient comme des ombres à travers les rues de gravats. Silencieux, lents, les yeux gris de faim et de peur. Le 3 mai, les premières unités blindées américaines entrèrent dans les quartiers ouest. Un char Sherman s'arrêta à Wittenbergplatz. Plus de carburant. Les soldats descendirent, allumèrent des cigarettes et fixèrent les ruines. D'un porche voisin, une femme pieds nus apparut, agitant un drap blanc attaché à un manche à balai. Elle ne parla pas. Un soldat lui tendit une boîte de rations. Elle la prit à deux mains, comme un objet sacré. Des 4,3 millions d'habitants de Berlin avant-guerre, à peine 2 millions restaient. La moitié étaient des femmes. 400 000 enfants, 60 000 vieillards et d'innombrables disparus, ensevelis, perdus quelque part entre l'odeur et la poussière. L'armée américaine les appelait « personnes déplacées ». Eux se disaient simplement vivants. Les ordres étaient stricts. Aucune fraternisation, aucun contact privé avec les civils. Mais les ordres ne survivent pas à la faim. Une boîte de viande en conserve signifiait la sécurité. Une cigarette, une faveur. Dans les ruines, tout avait un prix. Les Américains étaient venus chercher des archives, des officiers, des documents. Ce qu'ils trouvèrent, c'étaient des caves pleines de survivants. Des femmes et des enfants enveloppés dans des couvertures, les yeux vides, le visage blanchi par la poussière de plâtre. Un sergent écrivit plus tard dans son journal « Nous sommes venus en vainqueurs. Nous sommes arrivés en témoins de l'extinction. » Le parc du Tiergarten s'était transformé en pâturage. Des chevaux broutaient parmi les cratères de bombes. Il n'y avait ni électricité, ni eau potable, ni transport. Les gens brûlaient des livres et des meubles pour se chauffer. Des familles entières vivaient dans des caves éclairées par des bougies faites de savon fondu. Le jour, les patrouilles américaines cartographièrent les secteurs. La nuit, elles partageaient café et viande en conserve avec ceux qui osaient s'approcher. Chaque échange brouillait un peu plus la frontière entre occupation et pitié. L'une de ces femmes s'appelait Margaret Wendt, 27 ans, ancienne dactylo chez Siemens. Son mari avait été tué à Silo Heights 2 semaines plus tôt. Le soir du 4 mai, elle s'approcha d'une Jeep américaine sur le Kurfürstendamm et demanda en anglais hésitant « Vous êtes d'Amérique ?»« Oui. » « Alors je vis. » Elle commença à nettoyer les quartiers des soldats, à balayer les sols, laver les uniformes, parfois simplement s'asseoir près de leurs poêles. En retour, ils lui donnaient à manger. En une semaine, ils l'appelèrent Maggie. Le registre officiel de la police pour le mois de mai répertoria 1482 incidents disciplinaires, des contacts civils dans le secteur américain. Le nombre réel était probablement 10 fois supérieur. Chaque cas fut consigné, enquêté, puis silencieusement oublié. Berlin existait dans un nouvel équilibre. Les conquérants ne se sentaient pas victorieux. Les vaincus ne se sentaient pas coupables. Entre eux s'étendait un silence qui remplaçait la morale par la nécessité. Quand un Américain disait « Viens avec moi », ce n'était pas de la romance, c'était de la survie. Cela signifiait chaleur, pain, protection pour une nuit de plus. C'était le nouveau langage de la paix. Des phrases courtes, affamées, échangées dans les cendres d'un empire mort. Berlin dormait sans lumière. Après le coucher du soleil, la ville disparaissait, remplacée par les ombres et la mémoire. Le couvre-feu n'était pas imposé. Il était total. Pas d'électricité, pas de lampadaire, pas de train, seulement la faible lueur rouge des ruines fumantes.
Les gens se guidaient par l'odorat et l'habitude. Le couvre-feu officiel commençait à 21 heures. Les patrouilles se déplaçaient dans des rues qui n'avaient plus de nom. Leurs ordres étaient simples: maintenir l'ordre, signaler les incidents, éviter le contact. Mais l'ordre ne signifiait rien dans un lieu sans loi. À 22h15, le sergent Willard Dunn nota dans son carnet de patrouille « Lumière vue derrière des rideaux. Kahnstrasse 71. Vérifié. Une femme, 2 enfants, bout de bougie, dit qu'elle attend son mari. Pas demandé de quelle armée. » À ce moment-là, la plupart des hommes encore en vie à Berlin étaient soit prisonniers, soit morts. Les femmes géraient les négociations de l'existence. Elles faisaient la queue devant les cuisines américaines et murmuraient en anglais à peine appris « Du pain, s'il vous plaît, travail, aide ». Les premiers convois d'approvisionnement atteignirent le secteur américain le 5 mai. 19 tonnes de lait en poudre, 11 de farine de blé, 2000 gallons de kérosène. Les rations étaient destinées uniquement aux soldats, mais en quelques heures, des portions disparaissaient dans les ruelles et les caves. Les cigarettes remplacèrent les pièces. Le café remplaça la loyauté. Margaret Wend comprit plus vite que les autres. Elle se mit à traduire entre les habitants et les intendants américains. Des mots simples, des gestes, des listes. Elle n'était pas payée officiellement, mais les soldats lui donnèrent du chocolat, des morceaux de sucre, du savon. Elle les ramenait chez elle, enveloppés dans du papier journal, comme des trésors. Le 6 mai, un ordre arriva du quartier général du shérif. Toute fraternisation avec les nationaux ennemis restait strictement interdite, sous peine de cour martiale. Le même jour, la police militaire signala 300 nouvelles violations. La structure morale de Berlin s'effondra dans le silence. La faim dicta sa propre hiérarchie. Une cigarette pouvait acheter un baiser, une miche de pain ou une heure de sécurité face à une autre patrouille. La ville devint un marché de la peur. Un journal retrouvé des années plus tard dans un immeuble bombardé disait « Ils ne sont pas venus comme des monstres, mais comme des hommes avec de la nourriture, et c'est cela qui vous brise. » Les soldats américains ne se considéraient pas comme des occupants. Ils étaient jeunes, agités, ivres d'adrénaline et de soulagement. Ils distribuaient des rations à des femmes 2 fois leur âge, partageaient des couvertures, parfois des rires, puis, le matin venu, consignaient tout cela dans un rapport d'incident. Les nuits de Margaret se confondirent dans la routine. Frotter, laver, dormir près de sa veste pour rester au chaud. Elle apprit le rythme de la vie militaire. Réveil à l'aube, ration à midi, couvre-feu au crépuscule. Les soldats plaisantaient, jouaient aux cartes, se disputaient à propos du retour au pays. Elle écoutait, souriait quand ils riaient, mangeait quand ils la laissaient de faire. La ville s'adapta. Les marchés noirs prospéraient dans les gares de tramway et les ruelles. Une bague en or valait 14 livres de farine. Un savon, un demi-kilo de charbon. Chaque objet se traduisait en calories. Même l'attention humaine devint une monnaie. Margaret recommença à prendre des notes, une habitude d'ancienne employée de bureau qui autrefois consignait les expéditions d'usine. Mais désormais, ses entrées étaient des échanges. 2 œufs, un savon, du pain, 1 heure de lessive, de la viande, un corps. Lorsqu'on lui demanda, des mois plus tard, pourquoi elle avait écrit tout cela, elle répondit « Parce que les chiffres ne mentent pas, même quand les gens le font. » À midi, Berlin s'était divisé en zones invisibles de troc. Les rations soviétiques d'un côté, les cigarettes américaines de l'autre. Entre les deux, des femmes marchèrent des kilomètres chaque nuit, portant des paniers remplis de tout ce qui pouvait s'échanger. Les soldats les appelaient « market girls », les civils les mouvantes. Une phrase commença à circuler parmi les Américains. « Viens avec moi ». Ils la disaient à moitié en plaisantant, à moitié en ordre. C'était le nouveau mot de passe du pouvoir. Cours
universel, indéniable. Dans une ville de ruines, chacun suivait quelqu'un. À la fin du mois de mai, les premières de fleurs apparurent entre les cratères d'obus. La guerre était finie, mais la paix qui suivit n'avait pas encore de langage, seulement des gestes de survie. En juin 1945, Berlin mourait de faim avec discipline. La ration quotidienne moyenne pour les civils était tombée sous les 950 calories. Le corps médical de l'armée américaine signala des foyers de typhus à Moabit et Wedding. Leur solution fut le DDT, pulvérisé depuis les jeeps comme de la neige, recouvrant enfants, étals de pain et cadavres. Cela tua les poux, pas le désespoir. Dans le secteur américain, tout devint négociable. Une montre en or valait 14 livres de farine. Une alliance, 2 boîtes de viande. Une nuit avec un soldat américain pouvait valoir 1 semaine de ration. Rien n'était plus vol, c'était de l'arithmétique. Margaret Wend écrivait ses propres équations dans un carnet autrefois utilisé pour les factures maritimes. Farine, 2 cigarettes, soupe, 1 sourire, lit, 3 boîtes. Son écriture demeurait précise, son ton détaché. Les chiffres lui donnaient un contrôle que la morale ne pouvait offrir. Les officiers du renseignement américain appelèrent cette phase « réorientation économique ». La vérité était plus simple, la survie par l'échange. Les cigarettes étaient la nouvelle monnaie et les soldats en étaient les banquiers. Au Tiergarten, la patrouille du sergent Dunn nota des femmes approchant des camions de ravitaillement en groupes organisés. Organisé n'était pas le bon mot, c'était l'instinct. Elles attendaient que les moteurs s'arrêtent, les mains déjà tendues, non pas en suppliantes, mais en calculatrices. Il écrivit « On commence à réfléchir au coût de la faim quand on réalise qu'elle était moins chère que la culpabilité. » Les Américains confisquèrent la monnaie allemande, des Reichsmarks sans valeur imprimées par millions. Les cigarettes prirent le relais entièrement. Une Lucky Strike équivalait à 10 marks. Un paquet pouvait nourrir une famille pendant 1 semaine. À la mi-été, des marchés souterrains entiers s'étaient formés autour des dépôts de l'armée. Un rapport estima à 3,1 tonnes les biens échangés quotidiennement par voie officieuse. Margaret s'adapta plus vite que la plupart. Elle trouva un emploi d'interprète à Tempelhof, traduisant pour les intendants américains. Son paiement n'était pas en argent, du chocolat, du savon, du café, de petites choses qui sentèrent la civilisation. Elle en partageait une partie avec ses voisins, qui en retour partagèrent des rumeurs. Dans une ville sans loi, la gentillesse était aussi une monnaie. L'armée rouge pillait sans relâche la partie est. Les usines étaient dépouillées, les machines expédiées à Moscou par tonnes. Les Américains faisaient semblant de maintenir la discipline, mais le vol allait dans les 2 sens. Les soldats échangeaient essence contre or, munitions contre whisky, rations contre compagnie. Le terme officiel était ajustement local. Une note interne du contre-espionnage, datée de juillet 1945, disait franchement « La fraternisation est incontrôlable. La prévention n'est plus possible. Recommandez la tolérance silencieuse. » La nuit, les marchés devinrent des rassemblements sociaux. Les femmes arrivaient avec leurs paniers, les soldats avec leurs sacs. Quelqu'un jouait de l'accordéon. Quelqu'un riait trop fort. Les affaires se concluaient par des gestes plus que par des mots. La moralité s'effaçait dans la routine. Les églises de Berlin se remplirent à nouveau, non pour le culte, mais pour la distribution de nourriture. Les prêtres distribuaient du lait en poudre sous des crucifix faits de fer récupéré. Dans leurs sermons, ils ne parlèrent pas de pardon, mais d'endurance. L'ami américain de Margaret, le soldat Keller, l'aida une fois lorsque sa carte de rationnement fut volée. Il en falsifia une autre, copiant la signature d'un officier de mémoire. Elle demanda pourquoi. Il répondit
Tu ferais la même chose pour moi. Elle ne répondit pas. À la fin juillet, la mortalité chuta pour la première fois depuis la capitulation. Les gens apprenaient à vivre avec moins, à mesurer la réussite en grammes. Mais chaque semaine, quelque chose d'invisible s'érodait. La sensation que la vie pourrait un jour redevenir ce qu'elle était. Le rapport officiel des Alliés pour cet été disait « Ordre civil rétabli, morale acceptable ». Les rues racontaient une autre histoire. Des enfants fouillaient les poches des uniformes. Des femmes coupèrent leurs cheveux pour les échanger contre du savon. Des hommes revenaient des camps, maigres comme des fils de fer, cherchant des maisons qui n'existaient plus. Berlin ne se reconstruisait pas. Elle apprenait à fonctionner en étant brisée. Et à travers tout cela, la même phrase résonnait dans les cages d'escalier, les ruelles, les postes de contrôle « Viens avec moi ». Parfois, cela signifiait de la nourriture. Parfois, un abri. Parfois, rien du tout. Mais dans une ville bâtie sur les cendres, c'était la seule phrase encore vivante. Automne 1945. L'air au-dessus de Berlin se transforma à nouveau en poussière. Mais cette fois, elle était organisée. Ce que la faim avait créé, la bureaucratie le perfectionna. Chaque bâtiment encore debout devint un bureau. Chaque survivant, un dossier. Les Américains appelaient cela la reconstruction. Les Allemands, la routine. Le marque du Reich ne valait plus rien. L'inflation dépassait 600%. Les cigarettes avaient entièrement remplacé la monnaie. Une Lucky Strike valait 10 marks. Un carton pouvait acheter une bicyclette. Le véritable pouvoir n'appartenait plus ni aux généraux, ni aux politiciens, mais à quiconque avait accès aux dépôts américains. Un cuisinier avec une clé pouvait nourrir une famille. Un chauffeur avec un camion pouvait contrôler un district. Le soldat Keller fut affecté à la logistique au dépôt du Tiergarten. Ses rapports quotidiens énumérèrent les cargaisons en tonnes, 23 de farine, 7 de café, 4 d'essence et divers biens humanitaires. Ces marchandises n'atteignaient jamais leur destination. Certaines finissaient au marché noir, d'autres dans les quartiers des officiers, d'autres encore dans les mains des femmes qui attendèrent dehors, près des grilles. Le taux officiel de perte était de 18%. Officieusement, plus personne ne comptait. Margaret vit le système se former et apprit à y survivre. Elle était désormais interprète pour la division économique, traduisant les demandes allemandes d'autorisation américaine. Chaque conversation commençait de la même manière. « Nous avons besoin de papier » et se terminait toujours par « Nous verrons ce que nous pouvons faire ». Elle découvrit que la véritable monnaie n'était plus la nourriture, mais la permission. Une nouvelle classe de Berlinois apparut, les intermédiaires, ni soldats ni civils, des êtres capables de traduire entre le chaos et l'ordre. Ils portèrent des vestes américaines sur des chemises allemandes, parlèrent les deux langues avec le même cynisme. Margaret devint l'une d'eux. Les Américains aimaient l'efficacité, les Allemands l'illusion des règles. Ensemble, ils bâtirent une machine qui fonctionnait à la signature plutôt qu'au carburant. En 3 mois, la ville délivra 112 000 nouvelles cartes de rationnement, 34 000 permis de travail, 5 000 certificats de mariage et d'innombrables faux documents, aussi officiels que les vrais. En août, un major américain nommé John Tully écrivit dans son rapport « Nous maintenons l'ordre en fabriquant des papiers plus vite que les Allemands ne peuvent manger. » La contradiction importait peu. Sur le papier, Berlin guérissait. Sur le terrain, elle se dévorait elle-même. Margaret utilisait sa position pour aider les autres. Parfois honnêtement, parfois non. Elle obtenait des laissez-passer pour ses voisins, rédigeait de faux certificats médicaux, dissimulait même quelques noms recherchés dans des erreurs de traduction. Quand Keller la confronta, elle répondit « La vérité,
ne nourrit personne. Il ne répliqua pas. Pendant ce temps, les Soviétiques dépouillaient méthodiquement les usines de l'Est. Rien que des complexes AEG et Siemens, 380 000 tonnes d'équipements furent expédiées vers Moscou par train. Les Américains, ne voulant pas paraître faibles, commencèrent discrètement leurs propres extractions sous le nom d'opération Paperclip. Des scientifiques et des ingénieurs disparurent du jour au lendemain, envoyés par avion vers des bases du Texas et de l'Ohio. Dans les registres officiels, ils étaient simplement notés disparus. Ceux qui restaient apprirent le silence. On ne demandait plus où quelqu'un était allé, ni pourquoi. Berlin existait entre deux vérités, l'une imprimée dans les journaux, l'autre chuchotée dans les cuisines. Une phrase allemande se répandit cet automne-là. Mieux vaut ne pas poser de questions. Mieux vaut ne pas poser de questions. En septembre, les premiers cafés rouvrirent, servant du café de gland et du pain noir. Ils se remplirent d'hommes en uniforme emprunté et de femmes au sourire prêté. Dehors, les femmes des ruines continuaient à travailler, passant des briques de main en main, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Les affiches disaient « Reconstruisez, ne vous plaignez pas. Reconstruisez, ne vous plaignez pas. » Elles faisaient les deux malgré tout. Pour les Américains, la vie prit un rythme, inspection, convoi, rapport. Pour les Allemands, ce fut l'endurance. Les marchés noirs ne disparurent pas. Ils passèrent dans la clandestinité. Les cigarettes n'étaient plus qu'un symbole d'autre chose. Un système fondé entièrement sur des accords tacites. Et dans ce silence, la phrase demeurait. Elle survécut au règlement, au papier, aux ordres. Les soldats la disaient à voix basse. Les civils la répétaient avec résignation. « Viens avec moi ». Parfois, c'était une invitation. Parfois, un ordre. Parfois, un avertissement. Mais cela signifiait toujours la même chose. Quelqu'un avait quelque chose dont l'autre avait besoin. Printemps 1946. Les ruines commencèrent à refleurir, mais le sol restait empoisonné par la mémoire. Les femmes des ruines continuaient à passer les briques, comme des métronomes. 12 heures par jour, 70 grammes de pain par poste. Officiellement, Berlin se reconstruisait. En réalité, la ville répétait une version de l'espoir à laquelle elle ne croyait plus. Les Américains rapportèrent les progrès en chiffres. 81 millions de mètres cubes de décombres enlevés, 12 000 lignes électriques réparées, 48 écoles rouvertes. Les statistiques semblèrent propres. L'air sentait encore la fumée et la pluie. Margaret travaillait désormais pour la division de l'information publique, traduisant des scénarios de propagande pour les journaux filmés. Chaque texte commençait par la même phrase. « Le nouveau Berlin se relève ». Elle l'avait lu tant de fois que les mots n'avaient plus de poids. Les films montrèrent des enfants souriant aux côtés de soldats américains, des cafés rouvrant, des cloches d'église sonnant. Aucun ne parlait de la faim, de la prostitution, ni des cadavres déterrés quand le gel fondait. Autrefois, elle écrivait tout dans son carnet. À présent, elle s'en abstenait. Le papier était devenu dangereux. Une seule phrase pouvait décider d'un avenir. Le soldat Keller avait été transféré au service d'information, conduisant des bobines de films entre les districts. Son travail consistait à livrer des images de paix. Il avait vu assez de la vraie ville pour savoir que ces images étaient des mensonges. Mais les mensonges étaient un fardeau plus léger. Un jour, dans un cinéma de Potsdamer Platz, il regarda le nouveau film d'actualité. On y voyait des femmes balayant les gravats, des soldats distribuant du chocolat, des enfants saluant la caméra. La voix du narrateur disait « La démocratie reconstruit ce que la tyrannie a détruit ». Le public resta silencieux. Quand les lumières se rallumèrent, personne n'applaudit. Quelqu'un murmura « Il nous filme comme des animaux ». Keller quitta la salle avant la projection suivante. Au cours de l'été,
la ville avait appris à fonctionner de nouveau comme une machine, efficace, épuisée, obéissante. Les marchés noirs devinrent permanents. Les cigarettes se transformèrent en Deutschmarks. Ceux qui avaient des relations devinrent des fonctionnaires. Ceux qui n'en avaient pas devinrent des fantômes. Margaret voyait tout cela depuis son bureau. Elle tamponnait des formulaires de permis de travail, de certificats de mariage, d'autorisation de déplacement. Les noms changeaient, la fin demeurait. Un jour, elle vit le nom de Keller sur un dossier, transfert à Francfort. Elle ne l'appela pas. Il n'y avait plus rien à dire. Les documents officiels la décrivaient comme traductrice, fiable, coopérative. La réalité était plus simple, une survivante qui avait tout échangé, sauf son silence. Les Américains commencèrent à partir par vagues. De nouveaux visages remplaçaient les anciens. Les camions quittèrent la ville, chargés de machines à écrire, de pièces détachées et de tableaux volés. Les soldats restés sur place tentèrent de croire qu'ils avaient accompli quelque chose de noble. Ils n'avaient pas vaincu le mal. Ils en avaient simplement hérité des ruines. Dans le rapport final des Alliés de 1946, une seule phrase résumait toute l'expérience. Reconstruction accomplie par la mémoire contrôlée. La formule était parfaite. Rien à Berlin n'était intact, mais sur le papier, tout était terminé. L'hiver arriva tôt cette année-là. Keller, désormais en poste près de Francfort, reçut ses papiers de démobilisation. Il ne rapporta chez lui que son uniforme, son carnet et une petite photographie floue, surexposée, représentant une femme debout parmi les ruines, tenant un drap blanc comme un drapeau. Il ne se souvenait plus quand il l'avait prise. À Berlin, Margaret marchait sur le Kurfürstendamm alors que la neige recommençait à tomber. La ville avait des lumières à présent, faibles, jaunes, tremblantes, mais suffisantes pour qu'on voie son souffle. Un convoi de camions américains passa lentement, moteur ronronnant. Elle s'arrêta, les regarda disparaître et murmura quelque chose pour elle-même que personne n'entendit. L'histoire appellerait plus tard cette période la paix. Les archives la classeraient sous « normalisation d'après-guerre ». Mais pour ceux qui l'avaient vécu, la paix n'était pas une date, c'était un écho, quelque part dans les ruines. Les mêmes mots qui avaient tout commencé flottaient encore dans l'air. À moitié ordre, à moitié grâce. Viens avec moi. Et la ville, lasse de choisir un camp, obéit enfin.